Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est les news as, il y a du Nvidia, il y a du AMD, du Intel. Bon, allons-y, c'est parti. Et on commence côté processeur chez Intel avec la 14e génération Meteor Lake qui va faire suite à la 13e génération qui sort à la fin de l'année. Un Meteor Lake qui devrait sortir en 2023. Et chose qu'on avait déjà entendu dire par le passé, et bien effectivement, ce futur processeur aurait bien besoin d'un nouveau socket, encore une fois. J'ai envie de dire, de toute façon, ça suit un petit peu la politique d'Intel depuis un long moment, c'est-à-dire qu'on a deux générations de processeurs sur un même socket avant de passer à la suite. Et on en reparle principalement parce qu'on espérait quand même malgré tout qu'Intel change un petit peu son fusil d'épaule comparé à ce qui s'est passé avec AMD et son AM4 qui a quand même servi sur de nombreuses générations de processeurs, et la M5, de ce qu'on en entend dire jusqu'ici, devrait aussi connaître à minima 3 générations de processeurs. Bon, 2 générations de processeurs, effectivement, ça va assez vite. Alors ces informations, ça provient aussi de chez Moore's Law EZ, qui a refait une vidéo hier sur une partie de la gamme Intel et sur Intel en général sur les futures générations qui vont suivre. Alors je vous avoue, j'ai pas spécialement envie de parler de ce qui va se passer maintenant après Raptor Lake, puisque c'est un petit peu loin, et ça a encore beaucoup de chances de changer en cours de route. Par contre, au sujet de Raptor Lake, justement, ce qui est intéressant, c'est que pour la fin de l'année, le chipset qui va sortir avec Raptor Lake et le socket qui équipera ce Raptor Lake sera appelé le socket 1800 et non pas 1700 comme les chipsets de série actuelle, les Z690 et compagnie. Alors pour clarifier tout ça, ce LGA 1800, cette génération 13 sera bien compatible avec les cartes mères actuelles, ça va pas changer. Les 100 pins de plus étaient déjà prévus à la base. Après, à voir comment Intel va marketer ça ou présenter cela, parce que en dehors de créer de la confusion pour pas grand chose, je pense qu'ils auraient dû continuer de l'appeler LGA 1700, mais on verra s'ils le font ou pas. Sinon, au sujet de Raptor Lake lui-même, pas grand chose de neuf par rapport à ce qu'on avait déjà entendu dire par le passé. On devrait bien avoir, par exemple sur le i9, 8 gros corps et 16 petits corps, donc on a un doublement des petits corps. Pareil, sur le i7, ce sera 8 plus 8. Sur le i5, ce sera 6 plus 8. Par contre, sur le bas de gamme, c'est un petit peu plus flou, puisqu'apparemment, on pourrait avoir du 6 plus 4 pour les i5 non-K. Un petit peu comme sur la génération actuelle où il y a une différence entre le i5 12600K et les i5 12500, 12400 et même 12600 non-K qui n'ont que 6 corps. Et pour l'instant, le i3, ça resterait un 4 corps plus 0 petit corps. Un petit peu dommage, on aurait peut-être bien aimé avoir un 4 plus 2. Pour l'i5 non-K, on verra bien comment Intel va segmenter ça. Vu que sur la génération actuelle, ça a été un petit peu borderline, personnellement je trouve que ça crée plus de confusion qu'autre chose, principalement pour le 12600K et le 12600 tout court. Sinon au niveau des performances en single thread, Intel nous avait déjà dit aux alentours des 10%, ça a pas vraiment changé, lui il dit entre 8 et 15, ça me paraît un petit peu optimiste quand même. Sinon, au niveau du multithreading, bien évidemment, si on rajoute le double de petits corps, les performances devraient, elles, être aussi bien meilleures que sur la génération actuelle pour les tâches qui nécessite beaucoup de corps. Par contre, au niveau du gaming, bien évidemment, le doublement des petits corps, ça n'apportera pas grand-chose. Et dans l'ensemble, même si ce Raptor Lake devrait être plus puissant que la génération actuelle en gaming, ça devrait pas signifier pour autant que si vous avez du Alder Lake à l'heure actuelle, il faudra le jeter à la poubelle, loin de là. Raptor Lake, c'est une évolution, je dirais, plutôt classique de la part de chez Intel, en ce qui concerne toujours les performances des gros corps. Selon lui, toujours au niveau des tarifs, on ne devrait pas avoir de changement particulier au niveau de la gamme en elle-même, les prix devraient rester plus ou moins dans les mêmes eaux qu'avec la gamme actuelle, et c'est plutôt une bonne chose si ça se vérifie, puisque les tarifs d'Alder Lake à l'heure actuelle sont plutôt très bons. Par contre, au niveau de la consommation, on se doute quand même que, par exemple, le prochain i9 en 8 plus 16 devrait aussi consommer plus que le i9 actuel. Il n'y a pas de miracle, c'est toujours le même procédé de fabrication. En toute logique, si on rajoute le double de petits corps, même si c'est des petits corps, ils consomment aussi quand même un petit peu. Et quand on voit que sur le 12900K actuel, la consommation est déjà bien élevée, en toute logique, le 13900K devrait aussi consommer beaucoup. Après, encore une fois, on l'a déjà vu sur la génération actuelle, c'est pas parce que le très haut de gamme consomme énormément
que le reste de la gamme, c'est pareil, hein. Processeur plus bas dans la gamme chez Intel, sur la génération 12, ça consomme pas spécialement plus que d'habitude. La date de sortie pour ce Raptor Lake, on attend toujours ça pour la fin de l'année, ça devrait pas vraiment changer. Et on continue avec AMD, et AMD côté GPU cette semaine, on a eu une fuite comme quoi, apparemment, Sapphire serait sur le point de mettre sur le marché des Radeon 6700 non XT. Alors ce seraient les premières Radeon non RX de cette génération, puisque ce serait la Radeon 6700 tout court, et à mon avis ce sera plus une carte qui sera réservée aux OEM et non pas pour une production pour le commerce en boîte, même si c'est pas impossible qu'on en retrouve quelques-unes malgré tout. Alors pourquoi est-ce qu'on voit débarquer maintenant cette 6700 non XT alors qu'on aurait préféré la voir débarquer il y a fort longtemps? Eh bien tout simplement parce qu'une partie de cette production était orientée vers des cartes de minage de crypto-monnaies, et une autre partie de la production c'était pour les RX 6700M pour PC portable. Et il y a fort à parier que comme le minage de crypto-monnaie actuellement ça se casse légèrement la gueule, eh bien Sapphire, hein, il a un stock de cartes du coup à utiliser. Et bien pourquoi ne pas en faire des 6700 tout court pour PC de bureau pour les intégrateurs système, au lieu de n'en faire rien du tout, hein, puisque ça se vend plus actuellement tout simplement. Et au niveau des specs de cette 6700, c'est un petit peu intéressant, hein, puisque ce serait bien évidemment basé sur Navi 22. On perdrait quelques stream processors, mais par contre on aurait aussi une castration au niveau du bus mémoire, hein, puisqu'on aurait 10 Go de RAM au lieu de 12, sur un bus mémoire 160 bits au lieu du bus 192 bits habituel de la 6700 XT, et on aurait 80 Mb d'Infinity Cache au lieu des 96 de la 6700 XT. Alors personnellement, que cette carte arrive sur le marché, je trouve pas ça hyper dérangeant. Par contre, ce qui est un petit peu plus dérangeant, c'est qu'il n'y aura pas de tarif officiel pour cette 6700. Et en plus de ça, c'est un petit peu compliqué de la caser entre la 6650 XT qui vient de sortir et la 6700 XT classique qui est sortie maintenant depuis un bon moment. Puisqu'au niveau des tarifs officiels, comme on le voit ici, la 6700 XT c'est 480 $. La 6650 XT c'est 400 $. Ça veut dire qu'en gros, en dehors de la mettre à environ 440-450 $, elle aurait pas vraiment de place. Après au niveau des performances, ça reste à voir, hein. Au final elle se caserait là aussi entre la 6700 XT classique et la 6650 XT. Quand on regarde les specs, hein, on voit qu'au final, les deux pourraient être plus proches qu'on pourrait le penser, même si évidemment il faudra attendre de voir si des tests sortent un de ces quatre, hein, sur ce modèle. Après on verra si ça arrive sur le marché à un tarif intéressant, même si j'ai quand même des gros doutes. Côté GPU maintenant chez Intel, alors actuellement c'est l'IEM, l'Intel Extreme Masters à Dallas aux États-Unis, et Intel nous montre des Intel Arc 770 sous vitrine, mais on n'a toujours pas vu ces fameuses cartes en action. C'est un petit peu ce qu'on aimerait voir, et on aimerait aussi voir ces cartes sortir, hein, plutôt que de les voir comme ça. Ça sert toujours à rien. Intel, je sais pas ce qu'ils foutent, hein, au niveau du GPU, mais c'est quand même un petit peu la catastrophe. Et aux dernières rumeurs, hein, en ce qui concerne la date de sortie de Arc pour PC de bureau, on entend un petit peu tout et n'importe quoi, donc c'est quand même compliqué. Tout qu'en plus, apparemment, Intel dédierait principalement sa production de GPU pour les intégrateurs système et pour les OEM, et non pas pour la vente au détail, hein. Alors ça veut très certainement dire que les performances ne sont clairement pas au rendez-vous, et de toute façon, ça arrive très tard, et trop tard, tout simplement. Ça aurait dû sortir il y a plus de 6 mois, hein, si ça voulait avoir un quelconque intérêt. Cette grosse puce, à mon avis, on n'en verra pas énormément, même si personnellement je suis toujours curieux de voir ce que ça va donner, mais on n'en attend plus grand chose du tout. D'autant plus qu'au niveau des rumeurs, maintenant côté Nvidia pour les RTX 4000, eh bien, aux dernières nouvelles, hein, le lancement se ferait en plusieurs étapes. Bon, comme bien souvent, hein, on ne sort jamais toute une gamme de GPU d'un coup, hein, puisqu'il faut faire vivre médiatiquement les sorties sur plusieurs mois pour maintenir un intérêt du public. Et en plus de ça, c'est la plupart du temps beaucoup plus intéressant d'étaler les sorties en vendant les modèles les plus chers en premier. Bon, c'est ce qui se préparait ici apparemment. On aurait une sortie de la RTX 4090 pour le mois d'août. Est-ce que c'est plus début que fin août ? On ne sait pas encore. Bon, personnellement, je tablerais plus pour la fin. Ça s'approche plus de la date de sortie classique, on va dire. Mais on pourrait avoir une annonce de la sortie au mois de juillet,
Bon, on verra bien si ça se produit ou pas. Une sortie de la 4080 ensuite en septembre et la 4070 au mois d'octobre. Donc une sortie en plusieurs étapes avec la plus grosse puce en premier, hein, le AD102, la 4080 AD103 pour le mois de septembre et la 4070 AD104 pour le mois d'octobre. Et on enchaîne avec une bonne nouvelle, hein, c'est que le prix de la DDR5 continue de baisser fortement, et on voit que ça s'accélère même un petit peu sur les 6 derniers mois. On voit que le prix a quand même beaucoup baissé, et c'est plutôt une bonne chose, puisque, par exemple, comme à la fin de l'année, la nouvelle plateforme d'AMD, ce sera DDR5 uniquement, et bien c'est bien de voir que les tarifs continuent de baisser, même si on reste encore plus cher que la DDR4. On n'y est pas encore du tout, la DDR4 reste beaucoup moins cher. Donc ça va dans le bon sens, mais on espère vraiment que les prix continuent de baisser fortement, et ça devrait être le cas, ça devrait continuer de baisser. Et on enchaîne avec le classement Matos Steam qui est arrivé ce mois-ci. Et ce qui est intéressant à noter sur ce classement ce mois-ci, c'est que les CPU en 6 corps sont maintenant majoritaires par rapport aux CPU en 4 corps, puisque pour la première fois, ceux-ci sont passés devant. On note aussi quand même que les CPU en 8 corps sont en accélération, puisque ça progresse plus vite que les 6 corps. Mais bon, ça fait plaisir de voir qu'on dépasse enfin la domination des quad-corps qui était présent depuis très longtemps. Et côté GPU, ce qui est intéressant de noter, par contre, c'est que les RTX 3080 et 3070 sont en belle progression, ainsi que la 6800 XT qui apparaît enfin sur le classement de Steam. Ça veut dire tout simplement que toutes ces cartes sont beaucoup plus disponibles qu'auparavant aussi. Par contre, au niveau du classement global, c'est toujours la 1060 qui reste extrêmement majoritaire, suivi de la 1650 et de la 1050 Ti, la 2060 en 4ème position, enfin bref. Les GPU les plus populaires, c'est sans surprise ceux que l'on connaît depuis un bon moment. Et si on regarde un petit peu plus en détail, ce qu'on note aussi, c'est que même si les RTX commencent à faire leur trou petit à petit, on reste encore quand même dominé par les GTX 1060, 1650, 1660, ce genre de GPU. Ça reste encore le GPU type le plus utilisé. Et ce qu'on note aussi, c'est que pour AMD, la carte graphique la plus populaire, sans grande surprise, c'est la RX 580, qui elle aussi est à peu près au niveau de la GTX 1060. Donc dans l'ensemble, à l'heure actuelle, on voit déjà que le marché est extrêmement dominé par les GPU d'NVIDIA. Les cartes de dernière génération d'AMD sont complètement absentes du top du tableau, tout simplement. Après, bien évidemment, le classement de Steam n'est pas parfait, puisque par exemple, les cartes qui sont utilisées dans les cybercafés dans certains pays sont comptées plusieurs fois. Et on continue côté gaming maintenant avec PlayStation, Sony qui nous a fait des annonces, pour la PlayStation VR principalement, mais aussi on a eu une annonce de l'arrivée de la franchise Spider-Man sur PC, qui jusqu'ici était restée une exclusivité PlayStation depuis plusieurs années. Malgré tout, c'est quand même hyper intéressant de voir qu'enfin la grosse majorité des titres exclusifs PlayStation ne le sont plus, je crois que dans les plus gros titres il manque juste Last of Us, je crois. Et ça continue d'avancer, et généralement les portages de jeux Sony sur PC sont de plutôt bonne qualité, donc on espère que ce sera le cas ici encore une fois. Puisque si on prend l'exemple de God of War, d'ailleurs God of War la semaine dernière a eu le droit à son patch apportant le support du FSR 2.0, ce qui est une plutôt bonne chose. Et on voit que le jeu n'est pas lâché, même s'il est sorti depuis quelques mois. Ils avaient apporté le support de plus en plus de technologies au fur et à mesure. Et bien là, le FSR 2.0, alors j'ai testé vite fait, c'est pas parfait. Le DLSS sur ce jeu-là est supérieur, à n'en pas douter. Mais malgré tout, on est quand même à un niveau de qualité bien meilleur qu'avec le FSR 1.0. Donc ça se situe un petit peu entre les deux, même si c'est plus proche du DLSS que du FSR 1.0 ici. Mais dans l'ensemble, c'est quand même bien de voir arriver ce type de techno dans de plus en plus de jeux, principalement pour toutes les cartes qui n'ont pas accès au DLSS tout simplement. Et pour terminer, on passe vite fait du côté du tableau de chez 3D Center, le fameux tableau qui suit l'évolution du prix des GPU avec quelques autres indicateurs. Et jusqu'ici, l'indicateur au sujet des crypto-monnaies, c'était le prix de l'Ethereum. Et ils ont changé ça, ils ont enfin fini par le changer par la rentabilité du minage de crypto, du minage d'Ethereum, mais plus simplement le prix. Et c'est beaucoup plus parlant. Alors je suis désolé, la courbe en jaune, c'est celle qui nous intéresse ici.
mais c'est très peu visible, hein. Il faudra vraiment qu'ils changent la couleur de ce truc, c'est assez immonde. Mais c'est très parlant. On voit hein, du coup encore plus qu'avec le prix de l'Ethereum, que la rentabilité, eh bien ça suit quasiment complètement la courbe du prix des GPU. On voit très clairement que depuis que la rentabilité de l'Ethereum n'est plus au même niveau qu'avant, ça descend, et ça descend de plus en plus vite. Bon alors après, il y en a toujours qui tiennent le discours comme quoi hein, le prix des GPU n'avait rien à voir avec le minage de crypto. Bon, on observe quand même que depuis que c'est beaucoup moins rentable, et c'est le cas depuis quelques mois, les prix n'ont fait que baisser depuis aussi. Hein. Après, bon, vous pensez ce que vous voulez. Enfin bref, voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire d'intéressant sur les news de ces derniers jours. Comme d'habitude, hein, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube si vous voulez soutenir la chaîne. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!